Merci beaucoup. Merci d'abord aux organisateurs, organisatrices. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être là. Un peu déstabilisant parce que je pense qu'il y a plein de personnes dans la salle qui auraient tout à fait pu faire cette intervention d'ouverture, sans doute avec un peu de... Ben voilà, des apports autres. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir l'occasion d'intervenir ici puisque en ce moment, je participe à un projet européen qui est une espèce de concurrent, collaborateur au projet Trigger, puisque nous sommes à Lausanne partenaires dans un projet également du FP7 qui nous s'intitule Garcia, qui nous fait beaucoup rire, Changing the Academy and Research, et qui est principalement centré sur la question des débuts de carrière académique. Donc je vais puiser quelque peu dans les apports encore tout récents, puisqu'on est vraiment dans l'étape de recueil des données, et utiliser un peu des réflexions qui m'ont été inspirées dans ce cadre. Alors, si je peux identifier un peu une trame à ce que je vais présenter ce matin, je pense qu'elle s'organise autour de 2 points, qui sont des choses qui me préoccupe un peu et qui m'intéresse dans ces recherches sur genre et carrière académique. Il me semble que l'on a énormément de recherches comparatives. Voilà, ça c'est clair, et je vais évidemment parler en premier lieu d'une partie de ces recherches comparatives, puisqu'elles sont importantes et elles nous apprennent des choses qui ont été très bien restituées d'ailleurs dans les 2 interventions d'ouverture. Mais on a également des zones d'ombre. On a des choses sur lesquelles ces recherches comparatives se penchent peu, des choses auxquelles elles s'intéressent que marginalement. Et l'une de ces choses-là sur lesquelles je vais essayer de réfléchir avec vous ce matin, c'est la question des spécificités éventuelles, des spécificités sociétales, donc des spécificités nationales pour l'instant, des marchés du travail académique. J'ai le sentiment que quand on réfléchit de manière comparative sur l'absence de femmes dans les milieux académiques ou sur la répartition horizontale, enfin la ségrégation horizontale et verticale qui existe dans ce milieu, à faire comme si ces milieux-là étaient structurés exactement de la même manière dans tous les contextes nationaux. Or, il me semble qu'on a intérêt à aller regarder un peu plus près si, oui ou non, c'est le cas. Et je pense que cette tendance-là, à faire comme si tous les milieux académiques fonctionnaient de la même manière, est en partie renforcée par le caractère assez universalisant, voire peu historicisé, ça c'est pas 2 mots pas bien pour démarrer une matinée, des problématiques qui sont développées sur ces questions-là, que ce soit sur la question de l'accès des femmes au monde académique ou que ce soit d'ailleurs sur la question de leur répartition dans la hiérarchie des carrières académiques. Donc, voilà les 2 pistes que je vais essayer de développer et de discuter ce matin. Alors, en guise d'introduction, je pense qu'il y a un premier résultat des recherches comparatives, et notamment des recherches comparatives européennes. Je vais essentiellement insister là-dessus ce matin. On a trois grandes conclusions, si on peut dire, de ces recherches. D'abord que la féminisation est en marche, voilà, de manière inexorable, nous dit-on. Donc il y a effectivement, où que l'on regarde, de plus en plus de femmes qui prolongent leurs études universitaires et qui obtiennent le doctorat, qui est quand même le passeport pour une carrière dans le monde académique. Donc un processus qui est lent mais néanmoins universel de féminisation. Deuxième constat qui est partagé à peu près dans tous les contextes nationaux, c'est que cette féminisation du monde académique, elle témoigne d'un certain retard
par rapport à la féminisation d'autres secteurs d'activité équivalents, des secteurs d'activité pour lesquels des études supérieures avancées sont nécessaires. Alors ce n'est pas vrai absolument partout, ce n'est pas vrai dans tous les secteurs d'activité, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, où d'ailleurs on se dit que les explications qui se centrent sur les caractéristiques du métier universitaires ne sont peut-être pas complètement convaincants parce qu'il y a d'autres métiers qui sont chronophages, qui nécessitent de la mobilité, qui nécessitent une mobilisation intellectuelle, que sais-je, une capacité d'abstraction. Et ces métiers-là, pourtant, se féminisent plus vite que le monde académique. Et puis, troisième consensus, troisième conclusion de ces recherches comparatives, que le rythme de l'avancée des femmes, que ce soit dans le métier ou dans les hiérarchies académiques, varie considérablement, à la fois selon les disciplines, les filières disciplinaires et selon les contextes sociétaux. Donc là, on a une espèce d'ouverture sur l'intérêt de la comparaison internationale, et c'est là-dessus que je vais essayer de livrer quelques réflexions ce matin. Alors, de manière tout à fait schématique et sans doute trop simpliste, il me semble que l'on a trois types de problématiques qui sont développées pour expliquer la lenteur de l'arrivée des femmes et la lenteur des carrières féminines dans le secteur, dans les métiers académiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans chacune de ces problématiques, ces grandes problématiques qui se déclinent évidemment avec beaucoup plus de subtilité que ce que je vais livrer ce matin, dans chacune de ces problématiques, on a une dimension comparative, mais qui est rarement, me semble-t-il, poussée jusqu'au bout et qui s'intéresse rarement aux caractéristiques structurelles ou organisationnelles des métiers ou des carrières académiques. Alors, une première grand ensemble de problématiques, je les qualifie d'approche plutôt microsociale, plutôt approche dispositionnelle. Donc, on va expliquer que les femmes sont peu représentées à certains endroits et davantage à d'autres, en faisant référence à la socialisation sexuée, essentiellement. Très peu aux déterminants biologiques aujourd'hui, bien que cela ait pu être mobilisé autrefois, mais c'est principalement la socialisation qui est au cœur de ces approches-là. Donc les femmes manqueraient d'ambition, les femmes feraient de mauvais choix, exprimeraient de mauvaises préférences, choisiraient des filières peu prestigieuses et manqueraient donc de compétences objectives par rapport aux exigences du métier. Et dans ce type d'approche, on a effectivement donc des mesures qui sont des mesures que j'appelle des mesures plutôt de remédiation. Donc ce sont des mesures d'accompagnement, des mesures de mentoring, des mesures qui visent justement à mieux préparer les femmes aux exigences de la carrière académique, à compenser ces déficiences de socialisation ou ces spécificités de socialisation qui sont parfois par ailleurs valorisées dans ces recherches en disant que les femmes font non pas moins bien mais simplement autrement. Et d'un point de vue comparatif, on a relativement peu de choses, c'est-à-dire qu'on a relativement peu de travaux qui prennent au sérieux le fait que la socialisation au masculin, au féminin, est située dans le temps et dans l'espace et ne se déroule pas nécessairement de la même manière aux États-Unis, en Italie, en Norvège, en Roumanie, etc. Donc étonnamment, alors qu'on pourrait se dire c'est un champ de recherche assez porteur de ce point de vue-là, on a relativement peu de comparaisons internationales qui portent sur les problématiques qui sont centrées sur la question des dispositions ou de la socialisation. C'est tout donc on a des choses qui vont expliquer pourquoi les femmes n'entrent pas dans le monde académique. On a surtout des choses qui vont expliquer pourquoi elles en sortent ou qu'elles n'avancent pas de la même manière. C'est assez différent dans la deuxième problématique, grand ensemble de problématiques, que l'on peut qualifier plutôt de niveau qui se situe à une échelle plutôt macro-sociale et qui adoptent des approches que j'appellerais plutôt structurelles, donc qui vont insister sur des spécificités d'organisation sociale, ce qu'on appelle le régime de genre, le contrat de genre, la configuration de genre. Voilà, ces choses où politique publique s'articule avec organisation de l'articulation des temps de vie pour produire des configurations
des espaces plus ou moins masculinisés, féminisés, la question de l'assignation prioritaire des femmes au travail domestique, aux activités de care, etc. Donc là, on a effectivement ce qui fait problème, c'est plutôt le contexte, les représentations du masculin, du féminin, la division sexuelle du travail, etc. Et ce qu'on explique donc, c'est que les femmes sont handicapées par rapport aux exigences de la carrière académique, essentiellement par leur charge domestique et autres activités extra-professionnelles. Et généralement, du point de vue des politiques d'égalité, vous voyez bien que ces problématiques, une fois qu'elles sont déclinées dans les actions et les mesures, finalement, leur distinction est relativement floue. C'est-à-dire, on peut tout à fait mobiliser un coup une problématique sur la socialisation, un coup une problématique sur le contexte sociétal. Donc, si les femmes sont sous-représentées, c'est principalement parce qu'elles ont des difficultés de coordination des temps, d'articulation des temps, et donc on va mettre en place des mesures, soit d'ajustement des carrières féminines, donc les fameuses mommy tracks qu'on a pu connaître dans certains pays anglo-saxons, soit de prise en charge de la parentalité dans les critères d'évaluation des dossiers scientifiques, par exemple. Alors, ici, on a beaucoup plus d'intérêt accordé aux comparaisons internationales. Bien sûr, parce que ce qu'on compare, c'est ce qui se situe au niveau sociétal. Et donc, c'est beaucoup plus simple de comparer la Finlande, la France, l'Allemagne, et de se dire, ben voilà, en Finlande, c'est beaucoup plus facile d'articuler les temps de vie. En France, c'est moyennement facile. Et en Suisse, par exemple, c'est carrément impossible. Et le problème... et c'est vraiment un gros problème intellectuel, explicatif, c'est que généralement, c'est pas forcément là où les contraintes sociétales sont les moins importantes que les femmes accèdent le plus à la carrière académique. Donc là, on est devant une espèce d'impasse analytique. On se dit, mince alors, ça fonctionne pas. Voilà, on n'a pas une corrélation claire et nette entre là où le contrat de genre serait le plus égalitariste et là où les femmes dirigent les universités ou atteignent les postes de professeurs dans les plus fortes proportions. Donc on a bien ces schémas magnifiques et qui nous sont connus évidemment depuis toujours sur la déperdition des femmes, mais malheureusement ça colle pas. C'est pas le point de croisement n'est pas nécessairement plus avantageux dans le contexte norvégien que dans le contexte roumain ou estonien. Voilà. Donc mobilisation de perspectives comparatives, mais mobilisation moyennement intéressante, pourrait-on dire, parce que finalement relativement peu explicative des variations. Et puis, troisième type de problème, même chose évidemment pour l'index du plafond de verre. Et bien, l'index du plafond de verre, en fait, ne joue pas vraiment merveilleusement bien quand on compare quels sont les pays qui sont a priori les plus égalitaristes, où les stéréotypes sont les moins prégnants. Non, il n'y a pas franchement de corrélation claire et simple. Ensuite, on a un troisième ensemble de problématiques, également évoquées tout à l'heure, qui inspire pas mal de recherches, que l'on pourrait qualifier d'une approche de type... pardon. Je ne sais pas si j'ai... Ouais, pardon. Une approche de type plutôt, non pas structurelle, excusez-moi, j'ai une erreur sur le slide, plutôt organisationnelle, où finalement on va effectivement ouvrir la boîte noire du fonctionnement des instances et des établissements académiques, et où on va insister plutôt sur le fait qu'est-ce qui fait problème, quel est le problème qui est à résoudre. C'est bien l'absence de reconnaissance de la valeur des femmes ou de la valeur des productions scientifiques des femmes. Donc on est plutôt ici dans des perspectives que l'on peut qualifier plutôt de méso-sociales, qui portent sur le niveau intermédiaire, et on va s'intéresser donc à la discrimination directe ou indirecte, à la visibilisation, la sous-évaluation des dossiers scientifiques féminins. Pas mal de recherches récentes qui ont été publiées là-dessus depuis le fameux Venneuse et Vold.
Et dans ce contexte-là, à nouveau, les perspectives comparatives sont un tout petit peu délaissées parce que c'est difficile à ce niveau mésosocial de savoir exactement quelles seraient les spécificités des universités françaises par rapport aux universités canadiennes ou des universités italiennes par rapport aux universités luxembourgeoises, par exemple. Donc on a des données comparatives. Ici, on a des données qui nous disent est-ce qu'il y a une sursélection ou une sous-sélection des candidatures féminines à une bourse aux défenses de recherche, etc. On a des tentatives de mesure, mais à niveau, on ne voit pas ressortir une espèce de configuration qui serait cohérente, qui nous permettrait de dire des sociétés les plus égalitaristes dans l'ensemble manifestent aussi le plus de femmes aux échelons supérieurs du monde académique. Alors, je dirais donc que l'on a beaucoup de mobilisation de données comparatives, c'est depuis les She Figures qui constituent un peu le bible de référence de toute personne qui s'intéresse à la place des femmes dans le monde académique. Et en même temps, on a une absence relative de logique comparative où finalement la comparaison amène des perspectives explicatives du phénomène à l'étude, en l'occurrence cette sous-représentation des femmes. On a des dispositions sexuées dans les approches l'échelle micro-sociale sur la socialisation qui sont pensées comme relativement invariantes. Les femmes sont toujours dans un souci d'autrui, dans le care, etc., et pas dans le cambouis et dans la mécanique. Et on a peu d'hypothèses autour des variations dans le temps possibles ou imaginables. Du point de vue des approches sociétales, des approches régime de genre, etc., des approches plutôt macro-sociales, on pense bien qu'il y a des différences de structuration de la place des hommes et des femmes dans la société, mais on ne trouve pas de réflexion de ces différences-là dans le monde académique, c'est quand même un peu problématique, et donc il n'y a pas d'effet de ces différences sur l'objet qui nous intéresse. Et troisièmement, de la même manière, les pratiques discriminatoires, qu'on pourrait dire, donc c'est ce niveau institutionnel, ce niveau méso, ces pratiques-là ne sont pas pensées comme pouvant connaître une variation selon le pays ou selon le contexte. Donc c'est assez surprenant, beaucoup de perspectives comparatives et peu finalement de pistes explicatives qui porteraient vraiment la marque de cette comparaison, de l'apport de la comparaison. Alors je dirais qu'il y a sans doute des zones d'ombre par contre à la comparaison, c'est-à-dire des choses sur lesquelles on mobilise peu de données comparatives, mais qui pourraient, me semble-t-il, être intéressantes à creuser, et qui nécessite deux remises en question par rapport à ce que l'on a l'habitude de trouver dans la littérature. Alors évidemment, il y a quelques exceptions, je simplifie un peu. Ce que je disais donc en guise d'introduction, il me semble que dans la plupart des approches, qu'elles soient comparatives ou pas de cette question, on a l'habitude de penser la structuration de la carrière académique sur un modèle unique, comme s'il y avait la carrière académique. Et cette hypothèse-là est récemment renforcée, me semble-t-il, par beaucoup de travaux qui portent sur la diffusion et la généralisation du New Public Management dans les secteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, et donc qui renforcent cette idée que il y a une logique de convergence et où que l'on soit, on connaît les mêmes logiques de gestion des carrières et des mêmes principes organisationnels. Ça, c'est donc une question qui est rarement abordée. La deuxième question est rarement abordée et qui me fait toujours sourire, c'est que la question de l'attractivité relative de la carrière académique est très rarement évoquée dans les recherches. Et je pense, mon hypothèse personnelle, c'est parce que nous sommes des universitaires à faire des recherches sur les femmes dans le monde académique et que dans nos têtes respectives, devenir prof d'université, c'est quand même le meilleur truc au monde. Et donc, imaginez que d'autres ne partagent pas ce sentiment ou qu'il y ait d'autres enjeux
Et surtout, ce que l'on n'envisage pas, c'est que cette orientation-là, cette orientation vers les métiers de l'enseignement supérieur et de la recherche, soit d'une valeur équivalente, quel que soit le pays dans lequel on se trouve et quelle que soit la période historique d'ailleurs. Donc, pour terminer mon exposé, je vais essayer donc d'apporter quelques éléments juste pas très approfondis, mais quelques éléments de réflexion autour de ces deux points-là. Alors, le premier point, je m'inspire beaucoup des travaux de Christine Musselin sur le marché du travail académique. Christine qui a travaillé essentiellement sur des comparaisons, d'ailleurs, France, Allemagne, États-Unis, mais assez peu de ce point de vue-là, d'un point de vue du genre. Mais en tout cas, Christine identifie donc 4 dimensions des marchés du travail académiques, qui sont intéressantes à regarder quand on s'intéresse à ces questions-là, et me semble-t-il aussi quand on s'intéresse à la féminisation, aux enjeux de féminisation. Donc d'abord la question des mécanismes de sélection. On sait pertinemment, mais on s'y réfère peu, qu'entre un concours organisé nationalement et des sélections organisées dans les établissements, cela fait une grande différence, et tous les pays n'optent pas pour le même type de sélection ou de promotion. La durée et le rôle de la période de pré-titularisation, c'est-à-dire quelle est la structure de la carrière et pendant combien de temps il faut s'accrocher pour obtenir un poste stable, voire pour obtenir un professorat, ça c'est quelque chose qui varie énormément d'un pays à un autre, et la question de ces périodes plus ou moins prolongées de subordination intellectuelle et organisationnelle est une question tout à fait intéressante. On évoque beaucoup l'internationalisation de la recherche et l'augmentation des exigences de mobilité internationale, mais en fait, quand on y regarde de plus près, l'importance des marchés internes ou externes est extrêmement variable d'un contexte à un autre. Et quatrième et dernier point, les déterminants de la rémunération, des éléments d'individualisation de la rémunération, le fait que la rémunération soit négociée ou non négociée, fixée au niveau national ou fixée au niveau des établissements, et la rémunération relative par rapport à d'autres secteurs d'activité qui exigent des niveaux de qualification similaires, ce sont des choses sur lesquelles on se penche relativement peu. Alors, juste quelques petits éléments de cadrage. Évidemment, même si je vais défendre l'idée que les marchés du travail académique fonctionnent selon des logiques relativement spécifiques aux contextes nationaux, évidemment, il y a des points de convergence. Et ces points de convergence sont connus par tout le monde et influent, à mon avis, très clairement sur les mécanismes de féminisation. D'abord, que je reprends également les idées de Christine Musselin ici, une mise en œuvre de plus en plus généralisée de procédures individualisées d'évaluation et d'incitation. Donc les primes à l'encadrement doctoral, les financements de la recherche de manière concurrentielle avec mise au concours, etc. Et deuxième point, un rôle croissant dévolu aux établissements par rapport à une régulation étatique centralisée, c'est-à-dire une autre forme de localisation des carrières et des trajectoires, une forme de perte de contrôle des instances professionnelles sur la régulation de la profession et davantage de logique organisationnelle, pourrait-on dire, pour ne pas dire managérielle. Donc voilà, mais en dépit de ces deux éléments de congruence, je voudrais insister sur 2 points. Donc d'abord sur cette question de la durée et du rôle de la période d'apprentissage, la période de pré-titularisation dans les carrières académiques. Parce que le fait de savoir où sont les femmes, est-ce que les femmes sont dans les postes de rang B ou est-ce qu'elles sont dans les postes de rang A, nécessite quand même, me semble-t-il, de comprendre qu'est-ce que ça signifie d'être dans un poste de rang B ou dans un poste de rang A. Et ça ne signifie pas la même chose selon le contexte national dans lequel on se trouve. Pour donner un exemple que je trouve extrêmement parlant, vous avez ici des données de l'OCDE qui mettent en image la structure
des carrières académiques dans 4 pays différents. Donc la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. En bas, en jaune, vous avez des postes non stabilisés, des postes à durée déterminée, avec des contrats qui sont des contrats subordonnés à une responsabilité hiérarchique interne. Donc quelqu'un qui ne peut pas, par exemple, candidater pour des fonds de recherche de manière indépendante. Ensuite, vous avez des postes qui sont des postes de professeur assistant ou de professeur associé ou de senior lecturer, c'est-à-dire des postes qui sont des postes stabilisés, mais qui sont des postes non professoraux, donc avec parfois les possibilités d'encadrement de thèse, parfois pas. Et en rose, tout en haut, voilà, vous avez le summum de la hiérarchie académique, les postes de professeur. Alors, première chose qui évidemment frappe immédiatement, c'est que le summum, il représente une part tout à fait variable de l'ensemble. Moi, en Suisse, là, je suis sur le modèle germanique. Donc, la question de savoir quel pourcentage de femmes professeurs il y a en Allemagne est évidemment une question très importante, mais le fait de savoir quel pourcentage de professeurs il y a dans l'ensemble du système germanique d'enseignement supérieur est encore plus fondamental, parce que c'est bien, les femmes représentent X% des professeurs, mais X% de quoi et quelle est, quelle est la structure interne de ce monde académique. Ce que l'on perçoit en passant, alors je dois dire que ces données datent de 2008-2009 à peu près. Donc on s'aperçoit que cette période d'incertitude, de précarité, de flexibilisation dans le monde académique est variable, extrêmement variable d'un contexte à un autre, et que ce qui est assez similaire partout, c'est que les femmes sont beaucoup plus représentées dans les zones jaunes et orangées que dans les zones rosées. Donc ça peut faire beaucoup de femmes dans ces milieux-là. Mais vous voyez bien que le fait d'avoir en France une stabilisation qui est assez précoce et que ensemble les postes de maître de conf et les postes de professeur représentent une grosse part de l'activité scientifique dans le monde académique, ça contraste énormément avec d'autres contextes. Donc c'est bien de savoir combien il y a de femmes profs, c'est bien de savoir s'il y en a autant ou moins en Allemagne qu'aux USA ou en France, mais c'est très important, me semble-t-il, de savoir X pourcentage de femmes, de quel pourcentage finalement de professeurs dans le système dans son ensemble. Et ça, c'est quelque chose dont on parle relativement peu quand on évoque ces questions de féminisation. Alors, une autre manière de représenter ces données que j'ai trouvées là aussi dans les publications de l'OCDE, là vous avez donc la structure de la carrière académique aux États-Unis, avec en rouge les post-docs, donc là les postes non stables, en orange les tenure track, donc les postes stabilisables mais non encore stabilisés, qui sont les postes sur lesquels on va porter l'attention d'évaluation individuelle et d'incitation à la productivité scientifique. Et puis, vous avez en vert les deux niveaux de postes stabilisés qui correspondent à deux types de postes de professeurs. Voilà pour le modèle américain qui nous sert un peu de référence et par rapport auquel on va comparer le degré de retard ou d'avancement dans différents pays européens. Voilà ce que ça donne pour la Suède. Donc on voit déjà que le pyramide ne se forme pas exactement de la même manière, mais on a néanmoins un nombre très important de postes stabilisés qui permettent une certaine autonomie intellectuelle et un certain développement de programmes et de projets de recherche, avec par contre un nombre plus important ici relativement de post-doc, des postes à durée déterminée. Voilà ce que ça donne en Suisse. Une fois qu'on a vu ça, on se dit mais ça sert à rien. Enfin, je veux dire, on peut comparer la part
de femmes profs, mais une fois qu'on a fait ça, on n'a rien compris à comment fonctionne le système. Hein. Bon, deuxième point sur lequel je voudrais apporter c'est le dernier point, sur lequel je voudrais apporter juste quelques éléments de comparaison qui concernent les niveaux, les déterminants et les niveaux de la rémunération académique et la comparaison de l'attractivité, même si évidemment il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie, mais enfin l'attractivité financière de ce secteur par rapport à d'autres secteurs d'activité qui exigent les niveaux similaires de qualification. Alors là, les données sont plutôt des années 2007-2008, donc sans doute que la crise est passée par là et sans doute y a-t-il des changements, mais je voudrais juste les montrer parce que je pense que là aussi ça fait réfléchir. Là c'est illisible, donc je passe tout de suite à ça qui est quand même, je pense, un peu plus lisible. Donc à gauche vous avez les hommes en France et à droite les femmes. Ce que l'on compare, donc, ce sont les niveaux de rémunération des chercheurs, d'une part, donc chez les femmes en orange, les chercheurs, et les autres professionnels ayant un niveau similaire de qualification en dehors du monde de la recherche. Alors, si on compare des hommes et des femmes dans les différents champs disciplinaires, pour la France, on voit deux choses qui frappent. D'abord, la configuration générale de ces toiles d'araignée est assez similaire pour les hommes et pour les femmes. Et deuxièmement, que les écarts entre niveau de rémunération des activités de la recherche et des autres activités correspondant à un niveau de qualification similaire, les écarts sont faibles. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas ni d'avantage ni de désavantage fondamental, ni pour les hommes ni pour les femmes, à travailler dans ces secteurs-là, sauf dans quelques cas bien précis pour les femmes. Et là, on retrouve l'énigme des mathématiques universitaires dans le cas français. Prenons un cas tout à fait contrasté. Là, on a le cas de l'Italie. Et là, on voit tout de suite, en tout cas pour ce qui concerne les femmes, que d'un point de vue purement financier, le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas financièrement avantageux pour les femmes italiennes. Pour les hommes, c'est un peu la même chose, mais l'écart entre les salaires moyens pour les hommes dans le secteur de la recherche et en dehors du secteur de la recherche est quand même moins important que pour les femmes. Donc on pourrait dire que là, pour le coup, disons que ça nous oblige à nous interroger sur qu'est-ce que ça signifie d'avoir plus de femmes ou moins de femmes profs d'université dans le contexte italien. Voilà, et alors, le troisième exemple, qui est un exemple tout à fait intéressant, me semble-t-il, où on a une forme d'inversion entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire en Roumanie, les salaires des chercheurs dans le monde académique pour les hommes chercheurs sont plutôt plus importants dans le monde de la recherche qu'en dehors du monde de la recherche. Et par contre, pour les femmes, c'est une logique inversée. Donc on voit bien que là aussi, l'attractivité relative de ce secteur va dépendre des conditions de rémunération, de détermination du salaire, etc. Donc on voit bien, me semble-t-il, que ce n'est pas inutile de s'interroger sur les structures de carrière, sur les alternatives de carrière, sur ce que les individus choisissent ou ce à quoi ils et elles renoncent quand ils s'orientent vers une carrière académique. Et juste un dernier tableau, qui, me semble-t-il, doit nous donner à penser et nous faire réfléchir quand on travaille sur la question de la représentation des femmes dans le monde de la recherche, c'est la corrélation qu'il y a entre la part du PIB qui est consacrée aux activités de recherche et développement dans différents pays européens et la part des femmes parmi les professeurs. Et vous voyez que, très précisément, plus il y a de femmes profs,
moins il y a relativement d'argent dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Alors je ne suis pas, je souris à Marlène Cacot qui est là, qui sait pertinemment que je ne suis pas du tout une adepte de la théorie de la féminisation des valorisations, mais il n'empêche que quand on regarde un tableau comme ceci, il me semble qu'on se rappelle en permanence qu'il n'y a pas de sens unique et non équivoque donné pour toujours à l'arrivée ou à l'absence des femmes dans les postes à responsabilité dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche. Je vous remercie.